Le jour du mariage de ma sœur, j'ai fait 6 heures de route, tout ça pour trouver mon visage affiché au portail avec un panneau « Ne la laissez pas entrer ». J'ai fait demi-tour et je suis parti en silence. 4 heures plus tard, son « jour parfait » s'est effondré, et elle a enfin réalisé qui elle avait rejeté. Les gens imaginent toujours l'humiliation comme quelque chose de bruyant. Ils imaginent des cris, une scène où quelqu'un s'effondrant sous le poids de la honte. Mais parfois, cela vient comme un coup sourd, si net et tranchant que le monde ne remarque même pas qu'il s'est passé quelque chose, alors que votre vie bascule sous un angle différent. C'est ce que j'ai ressenti lorsque le garde a tenu cette photo plastifiée. La même photo prise de moi lors d'un dîner de moisson il y a des années. Une version plus jeune de moi-même souriant sans effort. Il avait l'air presque désolé, mais les excuses n'adoucissaient pas les épaisses lettres noires sous ma photo. Il a dit que l'instruction venait de la mariée. Ma sœur Vivien. J'ai hoché la tête vers lui, stable et calme. Puis j'ai reculé loin du portail de Willow Creek Estate, le lieu de mariage le plus cher de notre région, un endroit où l'herbe semblait coupée au ciseau et où les fontaines brillaient comme si elles appartenaient à une page de magazine. Je suis parti comme quelqu'un qui s'était trompé de chemin par erreur, et non comme quelqu'un qui venait d'être coupé de la vie de son propre sang par une simple feuille de papier plastifié. J'ai pris la longue route sinueuse et j'ai regardé le portail en fer noir rétrécir dans mon rétroviseur jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'une ligne sombre contre le ciel blanc. Mon histoire n'a pas commencé à ce portail, bien que je suppose que c'est là que la vérité s'est révélée. Elle a commencé bien plus tôt ce matin-là, avant que le soleil ne soit complètement réveillé, à l'intérieur de la ferme où j'ai grandi. La maison était calme quand je l'ai traversée. Elle était calme depuis des années. Le chapeau de papa était toujours accroché à la patère près de la porte arrière. Le bord était incurvé par la façon dont il l'ajustait toujours contre son front. Le pull préféré de maman était plié soigneusement sur l'étagère au-dessus de la machine à laver. Aucun des deux n'avait été touché depuis longtemps, mais j'aimais les voir là où ils devaient être. Cela rendait la maison moins vide. Je suis resté un moment dans la cuisine avant de partir, ma main posée sur le dossier de la vieille chaise en bois de papa. Le siège avait un creux usé au milieu, témoin de décennies de longues journées et de dîners tardifs. Je me souvenais de lui assis là, avec la poussière des champs encore sur ses manches. Maman s'affairant autour de la cuisinière en fredonnant le même air qu'elle fredonnait toujours les matins froids. Ils étaient tous deux partis depuis plus de 5 ans maintenant. Parfois, on a l'impression qu'ils ont disparu du jour au lendemain. D'autres fois, on a l'impression qu'ils sont juste sortis pour vérifier la météo et ne sont jamais revenus. J'ai verrouillé la porte derrière moi et j'ai traversé la cour, le gravier crissant sous mes chaussures. L'air était frais et sentait légèrement la luzerne. La lumière matinale avait cette qualité pâle et indulgente des matins de mi-automne, le genre qui adoucit les contours mais aiguise les souvenirs. Je me suis glissé dans mon pick-up et j'ai posé mes mains sur le volant, laissant la texture familièrement craie. J'ai souhaité, juste une fois, que papa ou maman soient encore là pour me demander si j'étais sûr de vouloir y aller, pour me dire que c'était bon si je ne le voulais pas. Mais je n'avais plus personne à qui demander, sauf moi-même. Et je m'étais promis il y a longtemps que peu importe la distance entre moi et Vivien, je serais présente pour son mariage. Si vous écoutez cela en ce moment, je me demande où vous êtes. Peut-être préparez-vous le dîner, rentrez-vous du travail ou pliez-vous le linge avec la télévision en fond sonore. Pour moi, à ce moment de l'histoire, j'étais assise derrière ce volant avant le lever du soleil, me disant que peu importe à quel point les choses étaient devenues tendues, je pouvais encore faire ce qui était juste. Le trajet de la coopérative Brox à Willow Creek Estate est long. Une étendue de routes rurales et d'autoroutes tranquilles qui traversent des terres agricoles et passent devant des villes si petites qu'elles prennent à peine 1 minute à traverser. J'ai regardé le paysage passer des champs vallonnés à des groupes d'entreprises et finalement à des lotissements impeccablement entretenus. Plus je me rapprochais du lieu, plus mon vieux pick-up semblait déplacé parmi les voitures lustrées qui glissaient à côté de moi. J'ai vu des gens vêtus de costumes sur mesure sortir de véhicules brillants, marchant avec ce genre de confiance exercée qui vient de l'appartenance à un rang supérieur. Je me suis rappelé que j'avais choisi une robe simple, nette et repassée, non pas parce que je voulais impressionner qui que ce soit, mais parce que je voulais honorer le moment du mieux que je pouvais, même si Vivien n'avait jamais vraiment valorisé les mêmes choses. Lorsque le lieu est enfin apparu, cela m'a presque surprise. Willow Creek Estate semblait irréel, comme si quelqu'un avait découpé une scène de mariage d'un catalogue de luxe et l'avait posée directement sur le flanc de la colline. Les portes en fer brillaient. Les murs de pierre flanquant l'entrée étaient couverts de lierre si parfaitement arrangés qu'aucune feuille n'osait dépasser. 2 employés se tenaient près d'un cercle de voituriers,
vérifiant des presse-papiers avec une sorte d'efficacité stricte. Alors que je ralentissais, l'un d'eux a levé les yeux. Son visage a changé presque imperceptiblement et il a fait signe à quelqu'un derrière lui. Un agent de sécurité s'est avancé, bougeant avec la certitude de quelqu'un qui connaissait déjà l'issue. Il a demandé mon nom. Quand je l'ai donné, il a hoché la tête une fois, comme si tout venait de se mettre en place. Puis il a passé la main sous son bras et a sorti une feuille plastifiée. Ma photo. Une épaisse ligne rouge la barrait. Ne la laissez pas entrer. Les mots semblaient plus lourds que le panneau lui-même. Il n'a pas dit grand-chose, seulement que la directive venait de la marier. Il s'est excusé d'un ton doux. La voix de quelqu'un qui n'aimait pas le travail qu'on lui avait confié mais qui devait quand même l'exécuter. J'ai étrangement pensé à la fréquence à laquelle mon père faisait des travaux qu'il n'aimait pas mais qu'il effectuait quand même parce que c'était ce que la vie exigeait. J'ai remercié le garde. Je le pensais vraiment. Rien de tout cela n'était de son fait. Puis j'ai passé la marche arrière et je me suis éloigné doucement de l'entrée. Ma gorge était serrée, mais aucune larme n'est venue. Mes mains semblaient stables, mais quelque chose en moi s'est retiré du moment, comme si un rideau était tombé entre celle que j'avais été pendant le trajet et celle que j'étais maintenant. J'ai conduit jusqu'à ce que le lieu disparaisse de ma vue. Puis j'ai continué jusqu'à ce que la route se redresse et que le monde redevienne vaste. Je me suis arrêté sur le bas-côté quelques kilomètres plus loin et j'ai coupé le moteur. Le silence à l'intérieur du pick-up semblait immense, comme le calme qui survient après le passage d'une grosse tempête laissant l'air instable. J'ai posé mon front sur le volant et j'ai pris une longue et lente inspiration. L'humiliation a une température froide, propre, tranchante. Elle s'installe en vous avec précision. Comme la glace qui se forme sur les bords d'une vitre, c'est ce que j'ai ressenti. Pas de rage, pas de chagrin, juste de la clarté. Vivien ne m'avait pas oublié. Elle n'avait pas fait d'erreur. Elle avait prévu que je ne sois pas là. Je suis resté assise peut-être 10 minutes, peut-être plus. L'horloge sur le tableau de bord clignotait sans urgence, ignorant que quoi que ce soit dans le monde avait changé. Finalement, je me suis redressé et j'ai tourné la clé à nouveau. Le moteur a vrombit, et j'ai laissé le son familier me pousser vers l'avant. J'ai conduit vers la ville la plus proche, un endroit calme avec une enseigne de restaurant délavé et un petit café niché entre une quincaillerie et une vieille pharmacie. Je me suis garé, je suis entré et j'ai commandé un café comme on commande un accessoire à tenir pendant qu'on réfléchit. Le café était chaud et sentait la cannelle et le vieux bois. Quelques personnes travaillaient sur des ordinateurs portables. Un couple parlait doucement près de la fenêtre. Personne ne m'a regardé. Personne ne savait que 6 heures d'espoir s'étaient terminées par une simple feuille de papier plastifié. J'ai pris un siège vers le fond et j'ai regardé la vapeur s'élever de ma tasse. J'ai pensé aux mains de papa, rugueuses et stables, posées sur la table après une longue journée. J'ai pensé à maman fredonnant en pétrissant la pâte au comptoir. J'ai pensé à la façon dont ils m'auraient tous deux dit que je n'avais rien fait de mal. J'aurais souhaité pouvoir entendre leur voix encore une fois, juste une fois. Au lieu de cela, je me suis assise seule et j'ai écouté ma propre respiration jusqu'à ce qu'elle ne tremble plus. Finalement, je me suis levé, j'ai laissé quelques billets sur la table et je suis ressorti. La journée s'était réchauffée. Le ciel s'était éclairci. Rien dans le monde ne reflétait ce qui s'était passé à ce portail, sauf la façon dont mon cœur se sentait plus silencieux, plus ferme, comme si une frontière s'était élevée en moi sans avoir besoin d'être dite. Je ne savais pas alors que 4 heures plus tard, à l'intérieur de ce magnifique domaine, le mariage parfait de Vivien commencerait à s'effondrer morceau par morceau. Je ne savais pas que le silence que j'avais choisi à ce portail résonnerait plus fort que tous les mots que j'aurais pu crier. Je savais seulement que quelque chose avait changé et que ce changement se dirigeait déjà vers eux. Mais la vérité est que la route vers ce portail n'a pas commencé par un trajet en voiture. Elle a commencé des jours plus tôt dans les coins silencieux de mon téléphone où un autre type d'avertissement attendait déjà. 3 jours avant le mariage, Vivien m'a envoyé ce qu'elle appelait ses « directives de mariage ». Elle a utilisé ce mot exact, « directive », comme si je postulais pour un poste à son événement plutôt que d'y assister en tant que sa seule sœur. Le message est arrivé sous la forme d'un long bloc de texte, le genre qui vous tend l'estomac avant même d'avoir fini de le lire. Elle a commencé par le code vestimentaire. Elle a dit que la cérémonie était élégante, donc elle espérait que je porterais quelque chose d'élégant et moderne. Rien de trop vif, rien de trop émotif. S'il te plaît, évite tout ce qui a l'air fait maison. J'ai lu cette ligne 2 fois.
Je n'avais pas porté de robe faite maison depuis mon enfance, mais je comprenais ce qu'elle voulait dire. Rien qui suggère la ferme, rien qui suggère d'où nous venions. La directive suivante concernait la conversation. Vivien demandait si je pouvais garder les choses légères. Pas de discussion sur les récoltes, la météo ou la coopérative. Aucune mention de la subvention d'équipement que j'avais obtenue pour un groupe de petits producteurs le mois dernier. Rien qui pourrait amener quelqu'un à supposer que je travaillais avec de la terre sous les ongles. Elle a écrit cette ligne avec soin, mais c'était clair. S'il te plaît, ne rappelle à personne que notre famille cultive la terre depuis des générations. Ensuite, elle a écrit qu'elle voulait que les photos de mariage aient une esthétique particulière. Elle a demandé que j'évite d'être sur trop de photos de groupe, surtout celles prises près de l'avant. Elle a dit que c'était une question d'équilibre, d'espacement, de la façon dont les photos rendraient une fois disposées dans sa nouvelle maison. Mais la formulation a piqué quelque chose en moi. Elle a dit, peut-être qu'il vaut mieux que tu restes vers l'arrière pour que tout ait l'air aligné. Elle a terminé le message en me disant qu'elle était impatiente de me voir. J'ai regardé le téléphone pendant un long moment après cela. J'ai essayé de lire ces mots avec nervosité, comme du stress de mariage, comme une sœur dépassée par l'envie que tout soit parfait. Mais même quand j'essayais de lui accorder le bénéfice du doute, la vérité planait sous la surface. Elle avait peur d'être liée à moi de quelque manière que ce soit qui pourrait montrer ses racines. Elle avait passé des années à essayer de recadrer sa vie. J'ai posé le téléphone et je suis sorti sur le porche. L'air nocturne était frais contre ma peau. Les champs étaient sombres et vastes, conservant la même force constante qu'ils avaient toujours eue. Je me demandais si Vivien avait oublié ce que c'était que de se tenir sur ce porche en été, à écouter les lignes d'irrigation siffler à travers les champs pendant que papa bricolait une lumière de tracteur récalcitrante. Je me demandais si elle avait oublié comment le rire de maman portait sur la brise. Peut-être qu'oublier avait rendu tout plus facile pour elle. Plus tard cette nuit-là, j'ai reçu un deuxième message d'elle. Plus court, plus tranchant. Ne me fais pas honte. C'était tout le texte. Pas de salutation, pas d'explication, pas de merci pour les 6 heures de route. Pas de « je suis contente que tu viennes ». Juste cette instruction unique enveloppée de peur déguisée en contrôle. J'ai senti quelque chose se tordre dans ma poitrine en le lisant. Pas de colère, pas de tristesse, quelque chose de plus calme, une sorte d'installation en moi, le genre qui se produit quand on arrête enfin de prétendre qu'on ne sait pas ce que quelqu'un pense vraiment. La veille du mariage, j'ai essayé de secouer ce sentiment. J'ai repassé la robe que j'avais choisie et j'ai préparé le petit cadeau que je prévoyais de lui donner. Un médaillon gravé avec les coordonnées de la ferme. Je voulais qu'elle ait quelque chose de réel, quelque chose d'ancré, quelque chose qu'elle pourrait porter, même si elle n'en parlait jamais. Cela ressemblait à un geste d'espoir, même si l'espoir s'amenuisait entre nous depuis des années. En faisant mon sac, mon esprit est revenu à la brève conversation que Vivien et moi avions eue à propos de Caleb Holloway. Elle l'avait souvent mentionné au cours de la dernière année, mais toujours avec un ton qui donnait l'impression qu'elle retenait son souffle. Caleb était beau et raffiné, le genre d'homme qui traversait le monde comme s'il se pliait légèrement autour de lui. Mais ce n'était pas ce qui m'avait frappé. Ce qui avait attiré mon oreille, c'était son nom de famille. Holloway, un nom que j'avais déjà entendu, bien que je ne puisse pas situer où. Vivien disait que sa famille était bien connectée. De la vieille fortune, mais discrète. Il préférait l'intimité au statut, ce qui rendait d'autant plus étrange le fait que Vivien semblait obsédé par l'idée de les impressionner. Elle disait que la mère de Caleb, Margaret, se comportait avec le genre de grâce qu'on ne peut pas acheter. Sa sœur Lydia était posée et élégante. C'était le genre de famille, disait Vivien, qui remarque tout mais parle très peu de ce qu'elle voit. Je me souviens avoir demandé une fois, presque nonchalamment, dans quel secteur les Holloway étaient. Vivien avait haussé les épaules, distraite. Quelque chose dans l'agriculture, je crois, mais pas le genre dont on parle. Au niveau, corporatif, propre. C'étaient ces mots. Pas le genre dont on parle. J'ai senti un faible tiraillement dans ma mémoire, quelque chose de familier, comme entendre une partie d'une mélodie qu'on ne peut pas tout à fait nommer. Mais le moment est passé avant que je puisse le saisir. La nuit avant le mariage, elle m'a appelé brièvement. Sa voix semblait tendue, comme si elle retenait chaque respiration juste assez longtemps pour empêcher le monde de s'effondrer. Elle a dit que le dîner de répétition s'était bien passé, mais qu'elle voulait que tout ce qui suivrait le lendemain soit parfait. Parfait. C'était toujours ce mot. Avant de raccrocher,
elle a répété la même instruction qu'elle avait tapée. Ne me fais juste pas honte. J'ai chuchoté que je ferais de mon mieux. Je le pensais de la seule manière que je pouvais. Je serais là. Je serais calme. Je resterais à l'écart si c'était ce dont elle avait besoin. Je pensais peut-être, juste peut-être, que ma présence seule pourrait adoucir la distance qui s'était creusée entre nous. Ce mince fil d'espoir était ce qui m'avait fait choisir la robe, emballer le médaillon, remplir ma tasse de voyage de café et monter dans mon pick-up le lendemain matin avant le lever du soleil. Ce fil m'a porté à travers les frontières du comté et les longues étendues rurales jusqu'à ce que Willow Creek Estate apparaisse enfin à l'horizon. C'est ce même fil qui a cassé au moment où le garde a tenu ma photo barrée d'une ligne rouge. Mais dans les jours précédant ce moment, je n'avais pas encore compris à quel point quelque chose de délicat peut se briser facilement. Je n'avais pas encore compris que je n'étais pas censé assister au mariage de ma sœur du tout. Je n'avais pas encore compris depuis combien de temps elle se préparait à me tenir à l'écart. Et pourtant, même en sachant ce que je sais maintenant, je me souviens que je me suis réveillé ce matin-là en croyant que la fraternité était encore quelque chose qui valait la peine de faire le trajet, même si j'étais la seule à conduire dans cette direction. Je suis allé à ce mariage parce qu'une partie de moi croyait encore en nous, et cette croyance était la seule chose que je portais avec moi en sortant de ce café, en remontant dans mon pick-up et en essayant de décider où aller ensuite. Je suis resté assise là dans le camion un autre moment, regardant la route s'étendre devant moi comme si elle attendait que je choisisse une direction. Finalement, j'ai démarré le moteur et je me suis éloigné du bas-côté, conduisant sans trop réfléchir jusqu'à ce que la ville que je savais être la plus proche apparaisse. C'était un endroit calme, le genre de ville qui existait principalement comme une étape pour les gens ayant un autre endroit où aller, mais à ce moment-là, c'était suffisant. Je savais que j'avais besoin d'un endroit pour atterrir, même brièvement, avant de pouvoir décider de la suite. Je me suis garé devant un café avec un auvent vert délavé et une enseigne peinte à la main au-dessus de la porte. L'ardoise près de l'entrée annonçait un menu déjeuner qui semblait ne pas avoir été mis à jour depuis des semaines. À l'intérieur, l'endroit sentait la cannelle et le café noir, et le genre de bois qui retient les souvenirs qu'on le lui demande ou non. Une cloche a tinté doucement quand je suis entré, mais personne n'a vraiment levé les yeux. Les gens étaient dispersés aux tables, certains lisant des journaux, d'autres regardant par la fenêtre comme s'ils attendaient que leur journée commence. J'ai commandé un café même si je savais que je le boirais à peine. La femme derrière le comptoir a souri en me le tendant, le genre de sourire donné à quelqu'un de passage. J'ai porté la tasse à une table vers le fond et je me suis assise, enveloppant mes mains autour de la chaleur qui pressait contre mes paumes. Mon esprit revenait sans cesse au portail, à la photo plastifiée. Au garde qui me regardait avec une pitié qu'il ne pouvait pas exprimer. Après quelques minutes, j'ai sorti mon téléphone de mon sac et je l'ai regardé. Il n'y avait qu'une seule personne que je devais appeler. Pas pour du réconfort, pas pour me défouler, mais parce que quelque chose de plus profond que l'orgueil exigeait de la clarté. J'ai fait défiler jusqu'à trouver le contact. Nora Whitfield. Nora était l'avocate de notre famille depuis des années, gérant tout, des baux fonciers aux questions de succession après le décès de papa et maman. Elle connaissait la ferme. Elle me connaissait et elle en savait assez sur la nature humaine pour ne jamais être surprise par les choix des gens. J'ai lancé l'appel. Elle a répondu rapidement, sa voix stable, familière. Elle a demandé si j'allais bien. J'ai dit oui, même si le mot ne semblait pas entièrement vrai. J'ai pris une inspiration et je lui ai raconté ce qui s'était passé au portail. Je l'ai dit simplement, presque cliniquement, parce qu'y ajouter de l'émotion donnait l'impression de céder quelque chose. Il y a eu une longue pause à l'autre bout. Puis elle a dit doucement, « Je suis tellement désolée, Camilla. » J'ai hoché la tête même si elle ne pouvait pas le voir. Je lui ai dit que je ne cherchais pas de sympathie. J'avais juste besoin de comprendre ce que cela signifiait, car des mois plus tôt, Vivien était venu me voir avec une demande qui semblait assez innocente à l'époque. Elle avait dit qu'il y avait des parties de son mariage qu'elle ne pouvait pas couvrir. Elle avait dit que les Holloway avaient leurs limites. Elle avait dit qu'elle avait besoin d'aide mais ne voulait pas que quiconque le sache. Elle m'avait demandé si je voulais bien faire passer une partie du financement par un compte séquestre anonyme pour qu'il n'apparaisse pas lié à sa famille. Et parce qu'elle était ma sœur et parce que papa et maman nous avaient élevés pour être présentes pour la famille, même quand les choses étaient compliquées, j'avais accepté. À l'époque, je pensais qu'elle voulait simplement éviter toute discussion publique sur les finances. Il ne m'a jamais traversé l'esprit qu'elle voulait cacher qu'il avait aidé. J'ai raconté tout cela à Nora juste pour m'assurer que ma mémoire était bonne. Elle a confirmé que c'était le cas.
J'avais été listé comme le sponsor silencieux sur une partie du contrat du lieu et plusieurs services premium. Ce n'était pas une question de crédit ou de reconnaissance. C'était simplement un mécanisme pour couvrir les factures. La partie que j'avais oubliée jusqu'à ce qu'elle me le rappelle était la clause de conduite. Nora l'a expliqué en termes simples, comme elle le faisait toujours quand elle voulait être certaine que je comprenais. Elle a dit que lorsqu'un sponsor contribue anonymement, surtout à un grand événement privé, le séquestre a des protections intégrées. Si le sponsor est exclu, embarrassé ou se voit refuser l'accès légitime à l'événement, le contrat est automatiquement signalé, les paiements entrent en examen et ne peuvent avancer jusqu'à ce que l'affaire soit évaluée par le conseil administratif qui supervise le lieu. Je suis resté assise là, tenant mon café pendant qu'elle parlait, la vapeur s'élevant entre mes doigts, alors j'ai dit, parce qu'elle leur a dit de ne pas me laisser entrer. Le système réagit tout seul? Oui. Et je n'ai rien à déposer. Non, la clause s'active que tu le veuilles ou non. J'ai regardé par la fenêtre du café, regardant un homme déverrouiller son vélo de l'autre côté de la rue. Il a ajusté sa veste contre la brise avant de partir. Ignorant l'étrange tournure qui se déroulait dans une vie dont il ne connaîtrait jamais l'existence. Nora a demandé si je voulais prendre des mesures supplémentaires. Elle a dit qu'elle pouvait examiner les documents et demander un blocage. Elle a dit que c'était une violation claire. Elle a dit que le lieu avait des responsabilités. Je lui ai dit non. Je lui ai dit que je ne voulais pas que les choses s'enveniment. Je lui ai dit que je ne voulais punir personne ni rien gâcher. J'ai dit les mots lentement, délibérément parce que je les pensais. Elle a fait une pause. Camilla, le système effectuera quand même son examen. Je sais. Et tu es à l'aise avec ça? À l'aise n'est pas le mot, mais je n'interviendrai pas, une autre pause. Très bien. Je m'assurerai que tu reçoives tous les avis qui arriveront. Merci, Nora. Quand j'ai mis fin à l'appel, j'ai posé mon téléphone et je me suis rassise sur ma chaise. Le café avait refroidi. Je n'avais pas pris une seule gorgée. Je le tenais quand même, laissant la tasse réchauffer mes mains, même si quelque chose en moi semblait plus froid que jamais. Je n'étais pas en colère. Je n'étais pas vindicative. Je n'étais même pas surprise. Ce que je ressentais était une absence, un creusement. Le genre de vide qui prend forme quand on réalise qu'une personne a choisi délibérément et sans hésitation de vous couper de sa vie au moment précis où vous avez fait de votre mieux pour être là pour elle. J'ai regardé la porte du café s'ouvrir et se fermer au gré des allées et venues des gens. Chacun d'eux entrant dans sa journée avec un but. J'avais l'impression d'être suspendu dans le temps, planant entre la vie d'où je venais et celle dans laquelle j'étais entré au moment où cette feuille plastifiée a été levée devant moi. Finalement, je me suis levé, j'ai laissé le café intact et je suis sorti. L'air semblait plus vif maintenant, comme si le soleil lui-même avait détourné son visage. J'ai marché jusqu'à mon camion, déverrouillé la porte et me suis glissé à l'intérieur. Je suis resté là un moment, les mains posées sur le volant, respirant la légère odeur de vieux cuir et de poussière qui s'était incrustée dans les sièges au fil des ans. S'éloigner ressemblait à la fois à laisser quelque chose derrière soi et à lâcher prise. Alors que les pneus roulaient sur le gravier et que la ville disparaissait derrière moi, j'ai senti une immobilité prendre racine en moi. Pas la paix, pas le pardon, quelque chose de plus froid, quelque chose de propre, une sorte de calme qui vient quand il n'y a plus rien à défendre et plus personne à convaincre. Je ne savais pas ce qui se passait à Willow Creek Estate à ce moment précis, mais quoi que ce fût, cela se déroulait sans moi. Et pour la première fois depuis longtemps, cette pensée ne faisait pas mal. Elle était, simplement. La route s'étendait devant moi en une longue ligne silencieuse. Mais quelque part là-bas, à Willow Creek Estate, le calme commençait à se fissurer. Je ne saurais rien de tout cela avant bien plus tard, longtemps après que les dégâts se soient installés. Mais pendant que je conduisais à travers les champs ouverts et laissais le poids de la matinée derrière moi, centimètre par centimètre, les premières fissures dans le monde parfait de Vivien commençaient à apparaître. À l'intérieur du domaine, les traiteurs furent les premiers à le sentir. Ils préparaient la dernière tournée de hors-d'œuvre, arrangeant des plateaux de figues farcies et de brochettes au romarin. Lorsque la tablette du chef cuisinier a sonné avec une notification, elle a affiché un drapeau rouge à côté du canal de paiement lié à plusieurs services premium. Il a froncé les sourcils et a tapé à nouveau sur l'écran. En cours d'examen. Il a réinitialisé la tablette, a réessayé et a obtenu le même message. Il a appelé la coordinatrice. Elle l'a d'abord balayé, supposant que c'était un bug du système. Les événements de cette taille avaient toujours trop de pièces mobiles pour que tout se passe sans accroc.
Mais ensuite, la fleuriste est arrivée avec la dernière livraison. Des centres de table imposants qui étaient censés border l'allée. Des roses épaisses, des orchidées blanches et 3 variétés de lys que Vivien avait spécifiquement demandé parce qu'elle voulait que le parfum flotte à travers la cérémonie comme quelque chose sorti d'une publicité pour parfum. La fleuriste a hésité au quai de chargement. Gardant les arrangements à l'intérieur du camion, elle a parlé à l'un des planificateurs à voix basse. Il y avait un blocage sur la facture finale. Elle n'était pas autorisée à décharger jusqu'à ce que l'autorisation soit validée. La planificatrice a forcé un sourire et a promis que ce serait résolu rapidement, mais ses yeux ont vacillé. Quelques minutes plus tard, le technicien d'éclairage a arrêté d'installer les projecteurs le long de l'arche en pierre. Les effets spéciaux qui étaient censés transformer la cour au coucher du soleil en une douce brume dorée étaient liés au même canal d'autorisation. Il se tenait les bras croisés, attendant une approbation qui ne venait pas. Au moment où Grant Miller, le directeur du site, est entré dans le couloir de la suite nuptiale, les murmures avaient déjà commencé. Grant était un homme grand avec une posture soignée et le genre d'expression qui ne trahissait jamais l'urgence à moins que quelque chose ne soit vraiment grave. Sa seule présence suffisait à faire redresser les épaules de l'organisatrice de mariage comme quelqu'un se préparant à un impact. Il a demandé à lui parler en privé, mais Vivien est sorti de la pièce juste à temps pour saisir une partie de la conversation. « Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je l'ai » Grant a gardé un ton poli mais ferme. Le compte du sponsor connecté à plusieurs contrats premium a déclenché un examen. Tant que ce n'est pas résolu, nous ne pouvons pas procéder à certains services. Vivien a cligné des yeux une fois. Compte sponsor. Elle a répété les mots comme si elle ne les avait jamais entendus. Elle a jeté un coup d'œil vers Caleb, qui ajustait ses boutons de manchette dans le miroir. Il a levé la tête au ton de sa voix. Quel sponsor ? Nous avons payé pour ça. L'organisatrice s'est raclé la gorge et a lancé un regard prudent à Grant, l'exhortant silencieusement à être doux. Il a expliqué qu'une partie du mariage avait été financée par un sponsor via un séquestre anonyme et que le contrat contenait une clause de conduite. Tant que le problème de la clause n'était pas examiné, les fonds ne pouvaient pas être débloqués. Il n'a pas mentionné le déclencheur de la clause, seulement que le système avait signalé un problème. Les yeux de Vivien se sont écarquillés, non pas de peur, mais de quelque chose de plus tranchant. Elle a fait un petit pas en arrière comme si quelqu'un avait ouvert une porte derrière elle et laissé entrer un courant d'air. Caleb s'est approché. Il a demandé si tout allait bien. Elle a hoché la tête trop vite. Bien sûr, tout va bien. Mais sa voix s'est brisée sur le mot « bien ». De l'autre côté de la cour, les invités avaient commencé à se rassembler près du bar. Au début, tout le monde agissait comme si de rien n'était. Mais les chuchotements voyagent facilement dans des pièces pleines de gens qui aiment entendre leurs propres impressions leur revenir en écho. Quelqu'un a remarqué que l'arche florale manquait. Quelqu'un d'autre a remarqué que les lumières n'avaient pas été installées. Quelques invités ont commenté que les hors-d'œuvre avaient cessé de circuler. De petites inquiétudes, mais les petites inquiétudes s'accumulent. Dans la rangée réservée à la famille, Lydia fut la première à sentir quelque chose d'anormal. Elle avait toujours été observatrice, le genre qui prêtait attention aux choses que la plupart des gens manquaient. Elle s'est penchée légèrement vers sa mère et a chuchoté quelque chose de bref. Margaret n'a pas semblé surprise. Elle observait Vivien depuis qu'elle était entrée dans la cour, et elle n'avait pas manqué la façon dont les épaules de Vivien s'étaient raidies, ou la façon dont son sourire s'était aiguisé sur les bords. Margaret Holloway se tenait avec une grâce tranquille, tenant un verre d'eau pétillante avec la même élégance constante qu'elle appliquait à tout. Elle regardait Vivien chuchoter farouchement avec l'organisatrice, ses mains bougeant en gestes serrés et frustrés. Elle regardait Caleb bouger inconfortablement à côté de sa fiancée, déchirée entre rester calme et intervenir. Elle regardait l'organisatrice forcer un sourire rassurant qui semblait plus fragile à chaque fois. Quelqu'un a demandé une mise à jour. Lorsque Vivien s'est éloigné de la conversation, elle a failli heurter l'un des oncles de Caleb. Il a fait une remarque polie sur le retard de la cérémonie. Vivien a affiché un sourire si brillant qu'il en paraissait douloureux. Juste des ajustements mineurs. Rien d'inquiétant. Mais les gens commençaient à s'inquiéter, ou pire, à spéculer. Grant s'est approché de Caleb ensuite, expliquant la situation logistique sur un ton confidentiel. Caleb a écouté avec un froncement de sourcils qui s'accentuait. Il s'est tourné vers Vivien, la voix basse mais tendue. Pourquoi une partie de notre mariage est-elle liée à un sponsor ? La gorge de Vivien s'est serrée. Elle a dit qu'elle expliquerait plus tard.
Elle a dit que c'était compliqué. Elle a dit, pas ici. Mais, plus tard, était en train de se défaire juste devant elle. Pendant ce temps, les organisateurs se regroupaient près de l'entrée de la salle de réception, chuchotant tablette en main. La fleuriste restait près de son camion, les bras croisés, ne voulant pas risquer le non-paiement. Le technicien d'éclairage faisait les 100 pas lentement le long de l'allée en pierre, attendant un feu vert qui n'était nulle part en vue. Les traiteurs ont encore ralenti leur service, tenant des plateaux d'apéritifs intacts comme des accessoires dans une pièce de théâtre qui aurait calé au milieu d'une scène. L'ambiance est retombée. Les invités bougeaient sur leurs sièges. Quelques-uns ont vérifié leur montre, puis les ont vérifiées à nouveau. Quelqu'un a commenté que pour un événement de ce calibre, il s'attendait à ce que les choses se passent plus fluidement. Quelqu'un d'autre a plaisanté un peu trop fort en disant que peut-être l'argent s'était tari. Vivien a entendu celui-là. Sa mâchoire s'est serrée. Caleb a doucement touché son coude et a demandé si elle avait besoin d'un moment. Elle a secoué la tête. Elle ne pouvait pas partir. Pas maintenant. Pas quand tout ce qu'elle avait construit pendant des mois se fissurait autour d'elle comme de la glace fine. Elle a redemandé son organisatrice, au bord de la panique maintenant, bien qu'essayant désespérément de le cacher. Réglez ça. Sa voix était tranchante, petite, brisée. Réglez ça maintenant. L'organisatrice a regardé par-dessus son épaule vers Grant, qui examinait une autre notification sur son téléphone. Son expression n'a pas changé, mais son soupir a suffi à révéler que le problème s'aggravait. Vivien l'a vu aussi. À ce moment-là, la panique est montée en elle comme une marée qu'elle ne pouvait pas distancer. Elle pouvait sentir les yeux de ses futurs beaux-parents, de son fiancé, de ses invités, tous dérivés vers elle avec une curiosité croissante. Elle sentait les murmures, les spéculations, le contrôle qui s'effritait. Elle pouvait sentir l'image parfaite qu'elle avait peinte commencer à baver. Elle a agrippé le tissu de sa robe, ses doigts s'enfonçant dans la soie comme si elle pouvait s'ancrer par la force. Seul, tout ce qu'elle avait craint pendant des semaines, peut-être des années, se passait juste devant elle, et elle n'avait aucune idée encore que le changement avait commencé plus tôt au portail, quand elle avait envoyé un message trop cruel pour être imaginé. Elle ne savait pas que le système sur lequel elle comptait pour la perfection avait répondu à ses propres choix. Tout ce qu'elle savait, c'était que quelque chose glissait entre ses mains, et qu'elle ne pouvait pas l'arrêter. Les premières fissures s'étaient formées, et tout le monde pouvait les voir. Alors que je m'éloignais de Willow Creek Estate, la route serpentant vers les champs ouverts, le poids de tout cela pressait plus lourdement contre moi. La panique de Vivien, sa perte de contrôle, les chuchotements qui devaient s'accumuler dans les coins de la cour. Tout cela vivait quelque part derrière moi maintenant, mais la douleur dans ma poitrine suivait silencieusement. Cela ne m'a pas surprise. Cela ne m'a même pas piqué comme cela l'aurait fait autrefois, parce que ce qui s'était passé au portail ce matin-là n'avait pas commencé là. Cela avait commencé bien avant les mariages, les sponsors et les photos plastifiées. Cela a commencé avec nous deux grandissant à la ferme Brox. Notre enfance était simple d'une manière qui n'existe plus beaucoup. Papa se réveillait avant le soleil et traversait la matinée avec la lente détermination de quelqu'un qui comprenait que chaque partie de la terre répond à son propre timing. Maman enseignait à l'école élémentaire locale et sentait toujours légèrement la craie et la lotion à la lavande. Notre maison était petite, chaude en hiver, pleine de courants d'air au début du printemps, mais pleine de toutes les manières qui comptaient. J'ai aimé la ferme dès le début, le rythme des corvées, le poids de la terre dans mes mains, le bruit du vent coupant à travers les rangées de maïs. J'aimais savoir que l'effort signifiait quelque chose, que lorsque vous travailliez un champ, il répondait en conséquence. Cela m'a appris la patience avant même que je connaisse le mot. Vivien, cependant, était différente. Même enfant, elle avait un don pour regarder au-delà de ce qu'elle avait été imaginé ce qui pourrait être, attendant ailleurs. Elle était brillante et charmante d'une manière qui attirait les gens vers elle, mais elle ne semblait jamais à l'aise d'inviter ces gens à la maison. Quand ses amis demandaient ce que faisait notre famille, elle hésitait juste assez longtemps pour que la vérité atterrisse maladroitement. Puis elle disait quelque chose de vague comme quoi nous aidions à gérer des terres ou que papa travaillait dans le conseil agricole. Le mot ferme franchissait rarement ses lèvres. Maman essayait de faire venir ses amis. Elle sortait des collations supplémentaires ou faisait des biscuits en forme de petites granges et de tracteurs, mais Vivien trouvait toujours une raison d'annuler l'invitation ou de suggérer qu'ils se rencontrent quelque part en ville à la place. Je pensais qu'elle voulait juste de l'intimité. Plus tard, j'ai compris qu'elle voulait de la distance. Quand nous avons atteint le lycée, le fossé s'est creusé.
Vivien gravitait vers des amis dont les parents possédaient des entreprises de construction, des cabinets médicaux ou des agences d'assurance. Des gens qui portaient des vêtements repassés et parlaient facilement de vacances ou de nouvelles voitures. Je restais avec les enfants qui savaient comment changer un pneu à 13 ans et passaient la plupart des week-ends à aider les voisins à emballer le foin. Nous ne nous battions pas. Nous avons simplement dérivé comme le font parfois les frères et sœurs quand l'un d'eux essaie dur de devenir quelqu'un de nouveau. Après la mort de nos parents, la distance s'est transformée en quelque chose d'entièrement différent. Le deuil frappe les gens différemment, et pour moi, il a coulé assez profondément pour que je trouve du réconfort à rester près de la terre qui nous a élevés. J'ai maintenu la coopérative en marche avec l'aide de voisins qui refusaient de laisser la ferme Brox s'effondrer. Je travaillais de longues journées et passais des soirées calmes. Cela manquerait. Vivien, d'un autre côté, courait, pas littéralement, mais émotionnellement. Elle s'est transformée avec une sorte de détermination féroce. Elle a changé sa façon de parler, adoucissant le bord rural de sa voix. Elle a changé ses vêtements. Elle a changé ses cheveux. Elle s'est entourée de gens qui ne savaient rien de qui elle avait été avant. La première fois que j'ai vu son appartement en ville, cela m'a surprise. Tout était blanc ou gris, poli et organisé comme une mise en page de magazine. Elle n'avait pas de photos de nos parents, pas de petits rappels de la maison. Au lieu de cela, elle avait des impressions encadrées de skyline et des citations sur l'ambition. Je me souviens avoir regardé autour de moi et avoir eu l'impression d'être entré dans la vie d'une étrangère. Je ne lui ai jamais dit cela. Le moment qui reste avec moi, celui qui s'installe encore lourdement dans ma mémoire, s'est produit il y a environ 2 ans. Elle m'a invité à un événement de réseautage en ville. Elle a dit que ce serait une bonne occasion de se connecter avec des gens qui pourraient soutenir la coopérative. J'étais hésitante, mais j'y suis allé. J'ai porté ma meilleure robe, la même que je repasserai plus tard pour son mariage, et des bottes cirées jusqu'à ce que les éraflures se voient à peine. Quand je suis arrivé, Vivien était entouré de gens vêtus de costumes élégants, tenant des boissons et des verres délicats qui semblaient trop fins pour être pratiques. Elle m'a fait signe avec un sourire brillant qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. « C'est ma sœur », a-t-elle dit. Elle travaille dans l'agriculture. Il n'y avait rien de mal dans l'introduction elle-même, mais c'était le ton qui coupait. Léger, dédaigneux, le genre de ton que les gens utilisent quand ils s'excusent pour quelque chose avant même que l'auditeur sache pourquoi on s'excuse. L'un de ses collègues a demandé ce que je faisais exactement. Avant que je puisse répondre, Vivien a ri. Pas un rire joyeux, mais un rire doux et embarrassé. « Oh, vous savez, des trucs de ferme », a-t-elle dit. « De la terre, des tracteurs et des matins précoces. » Elle l'a dit comme une blague. J'ai senti la pièce basculer un instant. Quelqu'un a gloussé poliment. Une autre personne a jeté un coup d'œil à mes bottes, celles que j'avais cirées si soigneusement, et a souri d'une manière qui me disait que la blague avait atterri exactement là où elle le voulait. Vivien est passé rapidement à autre chose, guidant la conversation vers son nouveau projet, quelque chose impliquant l'image de marque ou la stratégie ou peu importe ce que c'était. Elle se sentait importante. Les gens voulaient l'entendre. Je suis resté là à ravaler la chaleur qui montait dans ma gorge, souriant pour que le moment ne devienne pas plus grand qu'il ne l'était déjà. Sur le trajet du retour cette nuit-là, je n'ai pas allumé la radio. J'ai laissé le silence remplir le camion. Le même silence qui avait commencé à fleurir entre nous bien avant cette soirée. J'ai réalisé alors que Vivien n'avait pas seulement honte de la ferme. Elle avait honte de moi. Des années plus tard, debout au portail de son mariage, voyant mon visage barré d'une ligne rouge, cela m'a frappé avec une clarté que je ne pouvais ignorer. L'humiliation n'était pas nouvelle. Elle était simplement plus forte. Final, le genre de message qui ne laisse aucune place au malentendu. Alors que je revenais du café, laissant le vide s'installer dans quelque chose de plus calme, j'ai pensé à cet événement de réseautage. J'ai pensé au petit rire qu'elle avait utilisé pour effacer notre histoire. J'ai pensé à elle choisissant soigneusement chaque détail de sa nouvelle vie, chaque morceau d'elle-même qu'elle voulait garder, et chaque morceau qu'elle voulait jeter. Au moment où la ferme est apparue à nouveau, avec sa peinture écaillée familière et ses marches de porche usées par les intempéries, la vérité s'était installée si fermement en moi qu'elle ne faisait plus mal de la même manière. Vivien n'avait pas changé soudainement. Elle me laissait derrière elle depuis des années. Et maintenant, avec tout ce qui se délitait à Willow Creek Estate, elle voyait enfin le coût de la construction d'une vie dans la distance et le déni. J'ai garé le camion et je suis resté assise tranquillement un long moment, les mains posées sur le volant. La maison était immobile,
le champ s'étendait comme la paume ouverte de quelqu'un offrant du réconfort sans mots. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti quelque chose proche de la clarté. Pas de pardon, pas de colère, juste la simple vérité que certaines choses se brisent bien avant de finalement s'effondrer. Et certaines sœurs cessent d'être sœurs bien avant qu'un mariage ne leur donne l'occasion de le prouver. Vivien me laissait derrière elle depuis des années. Et quelque part à l'intérieur de Willow Creek Estate, alors que je m'installais de nouveau dans le calme de la maison, elle prouvait cette vérité d'une manière qu'elle ne comprenait pas encore. L'espace de cérémonie était devenu tendu. L'air lourd de questions chuchotées et du mince scintillement d'anxiété qui se rassemble quand une foule sent que quelque chose ne va pas, mais qu'on ne lui a pas dit quoi. Vivien se déplaçait dans la cour comme quelqu'un essayant d'empêcher une structure fragile de s'effondrer sous ses doigts. Elle souriait trop brillamment. Elle riait trop brusquement. Elle brossait des taches invisibles sur sa robe comme si se mettre en ordre pouvait mettre en ordre le chaos qui se déroulait autour d'elle. C'est alors que Margaret s'est approchée d'elle. Margaret portait toujours en elle une autorité tranquille, le genre qui n'avait pas besoin de volume pour être entendu. Elle s'est mise aux côtés de Vivien avec un petit sourire entendu et a demandé si elle pouvait lui parler en privé. Vivien a accepté instantanément, presque avec gratitude. Elle avait besoin de quelqu'un de calme pour l'ancrer, même si elle ne reconnaissait pas encore que Margaret ne cherchait pas à la réconforter. Elle cherchait la vérité. Elles se sont éloignées de quelques pas près d'un groupe de étayers qui encadrait la cour. Les invités étaient assez proches pour les voir, mais pas assez pour entendre chaque mot. « Vivien », a commencé Margaret, son ton doux. « Vous semblez perturbé. Est-ce que tout va bien ?» Vivien a dégluti. « Oui, juste un petit problème technique. Rien d'important. Ce sera géré. » Margaret a légèrement incliné la tête. « Je vois. Puis-je poser une question ?» Vivien a hoché la tête trop vite. « J'ai réalisé que malgré tout ce temps, nous n'avons pas beaucoup parlé de votre famille. J'aimerais en savoir plus. Que font vos gens ?» Pendant un moment, Vivien s'est figé. C'était la plus petite pause, mais c'était suffisant. Elle s'est reprise rapidement, offrant un sourire répété, le même genre qu'elle utilisait dans des pièces remplies d'étrangers qu'elle voulait impressionner. « Ma famille possédait une petite entreprise, a-t-elle dit. Rien de significatif, juste des opérations de base. Ils étaient travailleurs, mais pas influents. » Elle a laissé échapper un rire doux. C'était une vie modeste, très modeste. Margaret écoutait, son visage calme. Quel genre d'entreprise ? Vivien a agité une main légèrement. Oh, c'était juste des trucs locaux. Ruraux, pas quelque chose dont la plupart des gens parlent. Certainement pas l'agriculture. Elle a dit le mot agriculture sur un ton si dédaigneux, si méfiant qu'il a flotté entre elles comme une faible insulte. Elle a ajouté rapidement, j'ai déménagé jeune. Je voulais quelque chose de plus raffiné pour mon avenir, une vie différente. Elle a jeté un coup d'œil vers les invités. Quelque chose comme ça. Sa voix contenait une sorte de douce excuse dirigée non pas vers Margaret, mais vers l'image qu'elle imaginait devoir maintenir. Lydia se tenait à seulement quelques mètres, parlant avec une tante. Elle s'est retournée au moment où elle a entendu le mot agriculture. Son expression a vacillé d'incrédulité. Elle s'est approchée, faisant semblant d'ajuster le nœud sur un centre de table pour pouvoir écouter ouvertement. Vivien continuait, sa voix basse et précipitée. Ma sœur travaille toujours dans ce monde. La ferme, la coopérative. C'est bien pour elle, mais ce n'est pas quelque chose qui correspond à la façon dont je vis maintenant. Vous comprenez ? Elle l'a dit avec tant de confiance qu'elle n'a pas remarqué le changement dans les yeux de Margaret. Parce que Margaret comprenait, juste pas de la manière que Vivien espérait. Lydia est intervenue la première, sa voix coupant doucement l'espace. Vivien, sais-tu où la famille Holloway a commencé ? Vivien a cligné des yeux. Elle a regardé de Lydia à Margaret, confuse par le sérieux soudain de leurs expressions. Le sourire de Lydia était poli mais tranchant sur les bords. Toute notre fortune, chaque génération, a été bâtie sur l'agriculture. Pas en tant qu'investisseur, en tant qu'agriculteur. Bien avant que le groupe Holloway Agri n'existe, nous entretenions des champs, travaillions le sol et transportions des caisses de la même manière que n'importe quelle famille rurale. Nous n'avons pas hérité de la richesse. Nous l'avons construite à partir de la terre. Le visage de Vivien a perdu son aisance répétée. Margaret la regardait, attendant une reconnaissance qui ne venait pas Vivien à bégayer.
Je ne voulais pas dire. Je n'essayais pas d'insulter. Je pensais. Mais elle n'a pas fini. Parce que ce qu'elle pensait n'importait plus. La vérité se tenait devant elle. Habillée de l'élégance même qu'elle avait poursuivie si désespérément. Elle avait insulté les fondations de la famille dans laquelle elle essayait d'entrer par mariage. Elle avait rejeté le travail qui les avait façonnés. Elle avait rabaissé la chose même qui leur donnait leur force. Margaret a légèrement levé son verre. Le mouvement petit, gracieux, lourd de sens. Ma famille a toujours valorisé le travail honnête, a-t-elle dit doucement. Il y a de la dignité dans le travail, peu importe sa modestie. Il y a de la dignité dans l'endroit d'où l'on vient. Elle a fait une pause. Vos réponses m'ont inquiété, Vivien. Le souffle de Vivien s'est coupé. J'essayais seulement de bien me présenter. Je ne voulais pas paraître petite. L'expression de Margaret s'est adoucie, mais pas avec sympathie, avec clarté. La petitesse n'a rien à voir avec le travail, a-t-elle dit. Mais elle a tout à voir avec la façon dont une personne traite ses propres racines et comment elle traite les gens qui lui sont liés. Vivien a cligné des yeux fortement, ses yeux brillants, non pas de larmes, mais de la peur naissante de quelqu'un reconnaissant qu'il a marché directement vers sa propre chute. Margaret a jeté un coup d'œil vers la section de la cour où les services premium échouaient un par un. Les fleurs manquantes, les lumières tamisées, les préparations arrêtées. Elle a regardé Vivien à nouveau. « Dites-moi quelque chose », a-t-elle dit. « Est-ce que votre sœur sait que vous parlez de votre famille de cette façon ?» La question a frappé avec la précision d'une lame. Vivien ne pouvait pas répondre. Sa bouche s'est ouverte puis fermée. Son silence était plus fort que tout ce qu'elle aurait pu dire. Lydia la regardait, les bras croisés légèrement, la déception s'installant dans sa posture. À ce moment-là, un changement s'est produit. Petit, froid, final. Vivien avait pensé qu'elle passait un test sur l'élégance, sur la présentation, sur la dignité. Mais le vrai test avait déjà commencé au moment où elle avait ouvert la bouche, et elle l'avait échoué sans même savoir qu'elle était notée. Margaret s'est tournée légèrement, son visage calme mais décisif. « Merci pour votre honnêteté », a-t-elle dit, son ton doux mais insupportablement lourd. « Cela me dit tout ce que j'avais besoin de savoir. » Vivien a tendu la main. « Margaret, s'il vous plaît. » Je ne voulais pas dire. Mais Margaret s'est éloignée. Son mouvement fluide, contrôlé. La façon dont quelqu'un bouge quand il n'a pas l'intention de regarder en arrière. Lydia l'a suivi, laissant Vivien debout seul à côté des étayers, les bruits du mariage qui s'effilochaient tourbillonnant doucement autour d'elle. Elle ne le savait pas encore, mais quelque chose dans l'esprit de Margaret s'était déjà mis en place. Un choix, un verdict, une fin silencieuse à tout ce que Vivien pensait avoir sécurisé. Et à partir de ce moment, rien de ce qu'elle ferait ne pourrait le défaire. Caleb a atteint le bord de la cour juste au moment où sa mère s'éloignait de Vivien. Il avait assez vu l'expression sur le visage de Margaret pour savoir que quelque chose d'irréversible avait changé. Vivien la regardait presque impuissante, ses mains tremblant sur ses côtés, comme si elle pouvait maintenir le moment ensemble du bout des doigts si elle essayait assez fort, mais Margaret n'a pas ralenti. Elle a marché vers la plateforme de cérémonie où des rangées de chaises blanches attendaient, intactes, face à une arche couverte de fleurs qui n'était arrivée que partiellement. L'arche semblait inachevée maintenant, un côté luxuriant, l'autre nu. Cela créait un symbolisme involontaire que personne ne pouvait ignorer. Les invités se sont calmés à son approche. Même ceux qui étaient encore confus sentaient quelque chose d'important dans l'air. Margaret a levé une main et la foule s'est entièrement tue. Sa voix était calme quand elle a parlé. Pas forte, pas tranchante, juste stable. Avant de continuer cette célébration, a-t-elle dit, je sens qu'il est important de parler clairement de quelque chose qui est devenu clair aujourd'hui. Le corps entier de Vivien a sursauté comme frappé par une soudaine bouffée de froid. Caleb a fait un pas vers sa mère, mais elle a doucement levé la main à nouveau, lui signalant de rester où il était. Nous sommes une famille bâtie sur le travail, a continué Margaret. Le vrai travail, le travail honnête, le genre de travail qui façonne le caractère et enseigne le respect pour ses origines. Elle a fait une pause, laissant son regard balayer les invités, les fleurs inégales, l'onde visible d'inconfort qui prenait forme. La honte n'a pas sa place là-dedans. Faire semblant n'a pas sa place là-dedans. Rejeter ses propres racines n'a pas sa place là-dedans. Un murmure serré a traversé la foule. Le souffle de Vivien s'est coupé de manière audible.
Elle a pressé une main sur sa poitrine comme si elle essayait de maintenir son calme en place. Margaret a poursuivi, « Vous ne pouvez pas construire un mariage sur une fondation qui nie la vérité. Vous ne pouvez pas construire un partenariat tout en rejetant le sol qui vous a élevé. Et vous ne pouvez pas vous tenir aux côtés de mon fils si la honte est le langage que vous parlez au sujet de votre propre famille. » Les mots sont tombés comme des pierres douces. Pas de malice, pas de colère, juste la vérité livrée sans excuse. Vivien a trébuché en avant. « Margaret, s'il vous plaît, pouvons-nous parler en privé ?» Mais Margaret a secoué la tête. Le temps de l'intimité est passé. Vivien s'est tourné frénétiquement vers Caleb. Caleb, dit quelque chose. Caleb a ouvert la bouche, mais aucun mot n'est venu. Il n'avait jamais vu sa mère prendre le contrôle d'une pièce comme ça. Il n'avait jamais vu sa fiancée avoir l'air si défaite. Et il n'avait certainement jamais imaginé ces deux réalités entrer en collision devant 200 invités vêtus de costumes sur mesure et de robes en mousseline. Alors que la panique de Vivien montait, Grant Miller s'est approché de l'avant de la cour, son presse-papier coincé contre son flanc. Il s'est raclé la gorge. « Toutes mes excuses, mesdames et messieurs. J'ai une annonce requise. » Les invités ont bougé à nouveau. Mal à l'aise, se préparant. Selon les termes du contrat, a dit Grant, le compte du sponsor associé à cet événement a été signalé pour examen de violation de conduite. Tous les services premium resteront gelés jusqu'à ce que l'examen soit terminé. Le mot sponsor a tranché l'air. Les têtes se sont tournées. Des questions se sont formées silencieusement. Les Holloway ont échangé des regards. Certains invités se sont penchés les uns vers les autres en chuchotements urgents. Le visage de Vivien s'était vidé de toute couleur. Elle agrippait la jupe de sa robe. Non, non, ce n'est pas possible. Il doit y avoir une erreur. Grant a gardé son ton courtois mais ferme. Je crains qu'il n'y ait pas d'erreur. Tant que l'examen n'est pas conclu, nous sommes incapables de procéder à la cérémonie ou à la réception. Vivien a tourné sur elle-même vers Caleb à nouveau. Caleb, fais quelque chose. Dis-leur de continuer. C'est ton mariage aussi. Les Holloway ont de l'influence ici. Mais Caleb n'a pas bougé. Sa mâchoire s'est serrée, et pour la première fois, le doute a vacillé sur ses traits. Margaret regardait son fils regarder la femme qu'il était sur le point d'épouser, et voyait clairement le fossé grandissant entre l'honnêteté et l'embarras, entre les racines et la réinvention, entre ce qu'elle valorisait et ce sur quoi Vivien avait passé des années à se construire. Elle a parlé à nouveau, plus doucement cette fois. Ce mariage ne peut pas continuer. Les mots ont résonné à travers la cour, portés facilement par l'air immobile de l'après-midi. Vivien a laissé échapper un petit son étranglé. Le son de quelque chose qui se brise, qu'elle avait cru incassable. Elle a regardé autour d'elle d'un air égaré, cherchant quelqu'un pour intervenir, quelqu'un pour sauver la face, quelqu'un pour lui rendre le contrôle qu'elle perdait, morceau par morceau. Et puis elle a dit la seule phrase qui a glissé avant qu'elle ne puisse l'arrêter. « Où est Camilla ? Elle doit expliquer. » Le nom a plané dans l'air comme un aveu. Plusieurs invités ont échangé des regards. Quelques-uns ont chuchoté. D'autres ont essayé de comprendre pourquoi la sœur de la mariée n'avait pas été vue de la journée. Les sourcils de Caleb se sont froncés. Camilla ? Elle n'est pas ici. Vivien s'est figé. C'était le moment où elle réalisait que la vérité l'avait rattrapée. Elle avait conçu une vie entière destinée à cacher la ferme, les racines. La sœur qu'elle espérait effacer. Mais elle n'avait pas compris jusqu'à ce moment qu'effacer quelqu'un ne vous rend pas toujours plus grand. Parfois, cela vous rend douloureusement petit. Le regard de Margaret s'est rétréci juste un peu. Où est votre sœur, Vivien ? Vivien a ouvert la bouche, l'a fermée, l'a rouverte. Elle a essayé de trouver une réponse qui ne l'exposerait pas. Puis elle a essayé d'en trouver une qui défrait les événements qui se déroulaient autour d'elle, mais il n'y avait pas de retour en arrière possible. Elle a chuchoté, à peine audible. Elle est partie. Margaret a hoché la tête une fois, non pas en approbation, mais en compréhension. Les invités ont bougé à nouveau, mais cette fois le mouvement était plus lourd, plus final. L'ambiance était passée de la confusion à la clarté. Grant a levé son presse-papier. Mesdames et messieurs, jusqu'à ce que nous recevions l'autorisation de procéder, cet événement est suspendu indéfiniment. Veuillez rester assis pendant que nous coordonnons les prochaines étapes. Vivien a secoué la tête violemment. Non, non, cela ne peut pas arriver.
C'est mon mariage. Elle a tourné en rond frénétiquement, comme si elle s'attendait à ce que la course réorganise d'elle-même pour redevenir le jour parfait qu'elle avait organisé. Mais la réalité est restée exactement telle qu'elle était. Des invités chuchotant, des vendeurs reculant. Les Holloway regardaient dans un silence mesuré. Caleb s'est avancé vers elle. Vivien, nous devons parler. Sa voix était calme mais portait le poids de l'incrédulité. Il la regardait non pas comme un fiancé mais comme un homme réalisant qu'il ne connaissait pas la femme debout à côté de lui. Vivien a cherché la seule personne dont elle était certaine qu'elle la protégerait encore. Mais je n'étais pas là. J'étais déjà à des kilomètres. Conduisant sur une autoroute tranquille avec rien d'autre que le bourdonnement de mon moteur et une sorte de clarté froide s'installant dans mes os. Vivien s'est enfin immobilisé. Ses épaules sont tombées. Son bouquet a glissé de ses doigts et a touché le sol avec un bruit sourd et vaincu. Et c'est ainsi que le mariage s'est terminé. Pas avec de la musique, pas avec des vœux, pas avec une célébration. Avec du silence, avec la vérité, avec l'effondrement de l'image qu'elle avait passé des années à essayer de maintenir ensemble. La cérémonie a été officiellement arrêtée. Les invités ont été priés de partir, et la vie que Vivien construisait s'est effondrée devant les personnes même qu'elle voulait le plus impressionner. Tout cela alors que je n'étais nulle part près du portail dont elle m'avait banni. Il s'est avéré que personne n'avait besoin de forcer son entrée. Parfois, s'éloigner est ce qui fait tout tomber. J'ai regardé les dernières images du mariage se défaire dans mon esprit pendant longtemps avant d'entendre le bruit du gravier crissant sous des pneus à l'extérieur de la coopérative. C'était en fin d'après-midi le lendemain, calme comme seuls les vastes champs ouverts peuvent l'être. Les portes de la grange étaient ouvertes pour laisser passer la brise chaude, et j'empilais des sacs d'aliments le long du mur du fond juste pour occuper mes mains. Le rythme régulier du travail me calmait toujours quand mes pensées refusaient de se poser. Le moteur à l'extérieur s'est arrêté en crachotant. Un instant, je me suis dit que c'était juste un camion de livraison ou un voisin passant pour une bricole. Mais les pas qui ont suivi étaient hésitants, instables, comme si la personne derrière eux ne savait pas si elle devait continuer ou faire demi-tour. Je connaissais cette démarche. Même après toutes ces années, même après tout ce qui s'était passé, je la connaissais. Vivien est entrée dans l'embrasure de la porte de la grange. Elle se tenait encadrée par la lumière du soleil, mais elle semblait petite, comme si la lumière était trop vive pour elle et qu'elle avait peur de faire tout le chemin à l'intérieur. Ses cheveux étaient tirés en arrière négligemment, pas dans le chignon élégant qu'elle avait répété pour le mariage. Son maquillage avait disparu, ses yeux étaient rouges sur les bords, et ses mains s'agrippaient l'une à l'autre devant elle, comme si elle avait besoin de quelque chose à tenir. Pendant un long moment, aucune de nous n'a parlé. Elle a regardé autour de la grange comme si elle était entrée dans un endroit à la fois familier et étranger. La poussière flottait dans de douces traînées de lumière. Des balles de foin étaient empilées auprès du loft. La vieille boîte à outils de papa était près de l'établi, le métal marqué par des années d'utilisation. L'écriture de maman apparaissait encore sur le ruban d'étiquetage collé sur une étagère de bocaux. Vivien a dégluti difficilement. Je pensais que tu pourrais être ici. J'ai posé le sac que je portais et j'ai essuyé mes paumes contre mon jean. J'ai senti mon rythme cardiaque s'installer dans quelque chose de stable. Il n'y avait pas de voix élevée prête à éclater. Pas de colère poussant à la surface, seulement le calme et la vérité. Elle est entrée lentement, ses talons s'enfonçant légèrement dans le sol en terre battue. Elle a regardé les chevrons, puis l'établi, puis enfin moi. Je ne sais pas où aller d'autre, a-t-elle dit doucement. L'aveu flottait entre nous. Ce n'était pas dramatique, pas tranchant. Cela ressemblait à une vérité qu'elle avait essayé de refouler trop longtemps et dont elle avait finalement perdu la prise. Tu as fait tout ce chemin, ai-je dit. Que avais-tu besoin de dire? Son souffle s'est coupé. Je ne pensais pas que ça se passerait comme ça, a-t-elle chuchoté. Le mariage, la cérémonie, tout. Je n'ai jamais pensé que ça s'effondrerait devant tout le monde. J'ai hoché la tête une fois. Je te crois. Croire qu'elle ne s'attendait pas à l'effondrement n'était pas la même chose qu'excuser ce qu'elle avait fait. Et nous le savions toutes les deux. Vivien a fait un autre pas, ses doigts effleurant le côté d'une porte de boxe comme si elle avait besoin d'un ancrage physique. J'ai passé toute la nuit à rejouer tout ce qu'elle a dit. Mes choix, mes mots, la façon dont je t'ai traité, la façon dont je me suis traité moi-même, même. Elle a laissé échapper un souffle tremblant. Je n'arrêtais pas de penser à maman et papa, ce qu'ils auraient dit s'ils avaient été là hier. J'ai regardé la terre tassée sous mes bottes.
Le fait que nos parents soient partis ne signifiait pas qu'ils avaient disparu. Parfois, on avait l'impression qu'ils étaient plus présents maintenant, cousus dans tout ce que nous touchions. La voix de Vivien est tombée presque à un murmure. Je pense qu'ils auraient eu honte de moi. J'ai levé les yeux lentement. Elle a rencontré mon regard avec une sorte de crudité que je n'avais pas vue chez elle depuis que nous étions adolescentes. Il n'y avait plus de mur, plus de masque, plus de vernis poli qu'elle s'efforçait tant de maintenir. Vive, ai-je dit doucement, ce n'est pas une question de honte. C'est une question de vérité. Ce qui s'est passé hier n'a pas commencé hier. Cela a commencé il y a des années. Elle a serré ses bras étroitement contre sa poitrine comme si elle essayait de se maintenir ensemble. Je sais. J'ai fui cet endroit, ce que nous étions, depuis si longtemps que j'ai oublié ce que je voulais vraiment. J'ai eu tellement peur d'avoir l'air petite que j'ai fini par avoir l'air plus petite que jamais. Je l'ai laissé parler. Elle avait besoin de laisser sortir les mots avant qu'ils ne l'écrasent de l'intérieur. Je pensais que si je me réinventais assez, a-t-elle continué, je pourrais appartenir à un autre endroit. Je pourrais être le genre de femme que les gens respectent, le genre qui n'a jamais de terre sous les ongles et n'a jamais à expliquer pourquoi sa famille sent la terre, le diesel et le foin. J'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine, pas de la colère, mais de la tristesse. Tu pensais qu'être d'ici te rendait inférieure. Elle a hoché la tête misérablement. Et je pensais qu'être liée à toi me rendait encore plus petite. Elle l'a dit sans malice, seulement avec vérité. L'aveu lui-même semblait la blesser. J'ai pris une inspiration et je me suis appuyé contre l'établi. Cette ferme ne nous a jamais rendus inférieurs, Vivien. Elle nous a appris qui nous étions. Le travail acharné, l'honnêteté, être la même quand ça fait mal. Tu as transformé ces choses en quelque chose à fuir. C'est ce qui m'a blessé. Ses yeux se sont remplis. Je sais. Je le sais maintenant. Elle a essuyé sa joue du revers de la main. Quand Margaret a posé des questions sur notre famille, j'ai paniqué. Je pensais que si j'admettais d'où je venais, je perdrais le mariage que j'avais construit si soigneusement, et au lieu de cela, j'ai tout perdu quand même. Le silence s'est installé à nouveau, bas et lourd. Dehors, le vent poussait contre le bardage de la grange avec un gémissement lent. Vivien s'est rapproché, s'arrêtant à quelques mètres de moi. Camilla, a-t-elle chuchoté. Je suis tellement désolé. Je suis désolé pour le portail, pour la photo, pour les choses que j'ai dites, pour les parties de toi que j'ai essayé de couper de ma vie. Je ne sais pas comment réparer tout ça. Tu commences par dire la vérité, ai-je dit. À toi-même d'abord, puis aux autres quand tu seras prête. Elle a hoché la tête, la lèvre tremblante. J'ai mis la main dans ma poche et j'ai sorti la petite pochette en velours que j'avais apportée plus tôt ce matin-là. Je l'ai posée doucement sur le banc entre nous. Le bruit sourd a semblé résonner plus fort qu'il n'aurait dû. Elle l'a regardé. Qu'est-ce que c'est? Le cadeau que je n'ai jamais pu te donner. Son visage s'est tendu de confusion. Elle a hésité avant de tendre la main vers la pochette, ses doigts effleurant le tissu légèrement, presque avec révérence. Elle a desserré le cordon et l'a vidé dans sa paume. Le médaillon gravé a glissé, capturant une fine ligne de soleil. Les coordonnées de notre ferme étaient gravées dans le métal. L'endroit exact où maman a planté son premier jardin. L'endroit exact où papa a construit la grange de ses propres mains. Vivien a couvert sa bouche. Ses épaules se sont courbées comme si le poids du petit collier était trop lourd. Je voulais que tu aies quelque chose de la maison, ai-je dit doucement. Quelque chose de réel, quelque chose qui reste même quand les gens ne restent pas, ses larmes tombaient librement maintenant. Elle tenait le médaillon comme s'il risquait de se briser si elle respirait trop fort. Je ne mérite pas ça, a-t-elle chuchoté. Peut-être pas encore, ai-je répondu doucement. Mais c'est à toi si tu le veux. Elle a pressé le médaillon contre sa poitrine. Je suis tellement perdu, Cam. Je ne sais pas qui je suis sans toutes les choses que j'ai prétendu être. Tu n'as pas besoin de savoir encore, ai-je dit. Mais tu ne peux pas continuer à faire semblant. Pas avec eux, pas avec moi, et pas avec toi-même. Nous sommes restés là un long moment. Pas comme des ennemis, pas comme des étrangères, mais pas comme les sœurs que nous étions non plus. Quelque chose entre les deux. Quelque chose d'instable, mais d'honnête. Vivien a regardé autour de la grange à nouveau, plus lentement cette fois, comme si elle la voyait pour ce qu'elle était vraiment au lieu de ce qu'elle craignait qu'elle signifie. Elle s'est approchée de l'établi, a posé le médaillon soigneusement,
puis a essuyé ses yeux. « Je veux changer », a-t-elle dit. « Mais je ne suis pas sûre de savoir comment. »« Le changement ne commence pas grand », ai-je dit. « Il commence avec la plus petite vérité que tu peux tenir sans la fuir. » Elle a hoché la tête comme si elle mémorisait les mots. « Je pense que je devrais y aller maintenant », a-t-elle chuchoté. « J'ai beaucoup à affronter. » Elle s'est tournée vers la porte. Pendant un moment, elle m'a regardé en arrière, son expression fragile, presque enfantine. Elle a ouvert la bouche comme pour demander quelque chose de plus. Du réconfort, le pardon, un chemin de retour vers comment les choses étaient avant. Mais elle a dû voir la réponse dans mes yeux car elle a refermé la bouche et a donné un petit hochement de tête lourd. Elle est sortie dans la lumière du soleil. La luminosité a frappé son visage et elle a levé la main pour la bloquer. Elle a fait une pause juste à l'extérieur de l'embrasure de la porte, absorbant les champs, la maison, les granges, la vie qu'elle avait rejetée depuis si longtemps. Puis elle a marché jusqu'à sa voiture. Ses pas étaient lents, incertains, mais c'étaient les siens, pas empruntés, pas joués, pas partie d'une image qu'elle avait fabriquée pour survivre dans des pièces qui ne l'avaient jamais vraiment voulu. Elle a ouvert la portière de la voiture, s'est assise et a posé son front contre le volant. Je ne pouvais pas entendre ses mots, mais j'ai vu ses épaules trembler une fois avant qu'elle ne démarre le moteur. Les pneus ont roulé sur le gravier. Puis elle a tourné sur le chemin de terre qui menait hors de la coopérative. Pour la première fois depuis des années, elle partait non pas en fuyant, mais en courant vers quelque chose pour lequel elle n'avait pas encore de nom. Et je suis resté dans l'embrasure de la porte de la grange, regardant la poussière s'élever derrière sa voiture, espérant que quelque part dans cette poussière se trouvait le début de la femme qu'elle pourrait enfin devenir. J'ai regardé la poussière retomber longtemps après que la voiture de Vivien eut disparu sur la route. La grange semblait douloureusement calme une fois qu'elle fut partie à nouveau. Calme de la façon dont on ne le remarque que lorsqu'une tempête vient de passer et qu'on n'est pas encore sûr de l'étendue des dégâts. Je suis resté là plusieurs minutes, laissant le silence presser contre moi, laissant ma respiration ralentir. Puis je me suis retourné vers les tâches que j'avais laissées en attente. Le travail a toujours été la seule chose à laquelle on peut revenir, même quand le cœur essaie encore de trouver son équilibre. Le lendemain matin est arrivé comme n'importe quel autre. Le soleil s'est levé au-dessus des champs en longues bandes dorées, réchauffant les toits des granges avant de toucher le sol. La sécheresse avait déjà commencé à façonner la saison, tirant l'humidité du sol plus vite que nous ne voulions l'admettre. J'ai marché dans les rangées avec un petit carnet glissé dans ma poche arrière, notant les relevés de pression des lignes d'irrigation, marquant quelle pompe avait besoin d'ajustement, vérifiant les endroits fissurés où la terre s'était ouverte en fines lignes. La coopérative avait traversé des années pires que celle-ci. Papa disait que la terre a des humeurs tout comme les gens et qu'il faut l'écouter comme on écouterait un ami qui refuse de parler clairement. Regardez comment elle sèche. Regardez comment elle donne. Prêtez attention à ce qu'elle ne peut pas retenir. Alors j'ai marché, regardé et travaillé parce que la terre en avait besoin. Parce que les gens liés à cet endroit en avaient besoin. Et parce que parfois, la seule chose qui stabilise une personne est de se rappeler que ses mains peuvent encore faire du bien même quand son cœur est meurtri. Pendant la semaine suivante, cela est devenu mon rythme. Matinée dans les champs, après-midi en réunion, soirée à gérer les appels des producteurs inquiets de leurs estimations de récolte. J'ai conduit pour rencontrer un producteur de soja qui avait perdu près de la moitié de son rendement à cause de la chaleur. Il m'a fait traverser son champ, les épaules voûtées sous le poids de chiffres qu'il ne voulait pas dire à voix haute. J'ai écouté. Je l'ai aidé à réécrire les projections. J'ai parlé à un prêteur en son nom. Quand il m'a serré la main à la fin, il y avait de la gratitude dans ses yeux qui a atteint quelque chose de plus profond en moi que ce à quoi je m'attendais. Cela m'a rappelé que les racines ne sont pas quelque chose dont on doit avoir honte. Elles sont quelque chose qui vous soutient quand tout le reste commence à tomber. Les nouvelles du mariage ont commencé à dériver à travers la ville par fragments étranges. Les gens ne connaissaient pas la vérité, bien sûr, et je ne leur en ai pas donné. Mais les histoires ont une façon de voyager même quand personne ne les dit directement. Une voisine m'a dit qu'elle avait entendu dire que la cérémonie avait été arrêtée et que la mariée avait fui la terrasse en larmes. Quelqu'un d'autre a mentionné que les Holloway avaient été vus quittant les lieux, leurs expressions illisibles. J'ai essayé de ne pas y penser. J'ai essayé de ne pas imaginer les moments à l'intérieur de ce lieu après mon départ. Mais parfois, tard le soir, quand j'étais assise à la table de la cuisine à trier les factures et les projections, je ressentais une petite douleur aiguë dans la poitrine en me rappelant avec quelle confiance Vivien avait cru qu'elle pouvait se façonner en quelqu'un d'intouchable.
La vérité a une façon de vous toucher de toute façon. Vers le 10e jour après le mariage, mon téléphone a sonné pendant que je chargeais des outils de clôture à l'arrière de mon camion. L'écran s'est allumé avec son nom. Vivien. J'ai laissé sonner une fois, 2 fois. Puis j'ai répondu. Sa voix était mince, presque fragile. Elle a demandé comment j'allais. Je lui ai dit que la coopérative était occupée et que la sécheresse mettait tout le monde sous pression. Elle a attendu comme si elle espérait que je lui demanderais comment elle allait. Quand je ne l'ai pas fait, elle a expiré en tremblant et a commencé à parler d'elle-même. Caleb a demandé de l'espace, a-t-elle dit. Puis sa voix s'est brisée. Je pense qu'il met fin aux choses. Ou peut-être qu'il l'a déjà fait. Je me suis appuyé contre le côté du camion, le métal chaud sous ma paume. J'ai écouté sans l'interrompre alors qu'elle parlait de réunions qui avaient été annulées, de messages restés sans réponse, de la façon dont les Holloway s'étaient poliment retirés de sa vie comme s'il retirait un ornement fragile d'une étagère où il regrettait de l'avoir placé. Elle a parlé d'amis qui avaient admiré ses plans de mariage, mais qui maintenant l'évitaient soigneusement, évitant complètement le sujet. Elle a dit que les gens étaient gentils en face, mais distants en dessous. Je n'ai pas jubilé. Je n'ai pas dit, je te l'avais bien dit. Je n'ai pas ressenti de triomphe. Ce n'était pas un triomphe. C'était quelqu'un debout dans les décombres d'une version d'elle-même qu'elle ne pouvait plus reconnaître. Après une longue pause, elle a dit, je ne sais pas quoi faire, Cam. J'ai pris une inspiration. Je suis désolé que tu souffres, ai-je dit doucement. C'était vrai. Même quand l'amour devient compliqué, la douleur reste la douleur. Elle a attendu à nouveau. Je pouvais l'entendre retenir quelque chose. Puis elle l'a finalement dit. Pourrais-tu parler à Margaret pour moi ou à Caleb juste pour expliquer? Les aider à comprendre que je ne suis pas une mauvaise personne, que j'ai juste fait des erreurs. Le vieil instinct m'a tiraillé. Celui qui m'avait poussé à la protéger pendant des années, mais il n'a pas tiré fort cette fois. Il ne m'a pas fait vaciller. Quelque chose en moi est resté stable et enraciné. Vive, ai-je dit doucement. Je ne peux pas leur parler pour toi. Son inspiration a été rapide. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est toi qui dois dire la vérité, ai-je dit. Pas moi. C'est toi qu'ils ont besoin d'entendre. Elle est restée silencieuse pendant plusieurs secondes. Puis sa voix est devenue tendue. Ils ne m'écouteront pas. Alors tu apprends à parler d'une manière qui donne envie aux gens d'écouter, ai-je dit. Pas en te façonnant en quelque chose d'autre, mais en montrant qui tu es vraiment. Elle a laissé échapper un petit son frustré. Tu fais comme si c'était si facile. Ce n'est pas facile. J'ai dit, c'est pourquoi tu dois le faire toi-même. Le silence qui a suivi était lourd, mais il n'était pas en colère. C'était le silence de quelqu'un debout au bord d'une vérité qu'il ne voulait pas affronter. Quand elle a finalement parlé à nouveau, elle a demandé si elle pouvait passer à la coopérative plus tard dans la semaine. Pas pour des réponses, juste pour parler. Je lui ai dit qu'elle pouvait. Puis nous avons mis fin à l'appel. Les jours qui ont suivi se sont construits dans un rythme qui semblait étrangement ancrant. J'ai passé les matinées à réparer une ligne cassée dans le système d'irrigation avec 2 des plus jeunes travailleurs, nos bottes s'enfonçant dans le sol humide pendant que le soleil montait au-dessus de l'horizon. L'après-midi, j'ai examiné des chiffres qui avaient peu de sens jusqu'à ce que je les vois superposés à l'image plus grande de ce que cette année pourrait devenir pour nos producteurs. Le soir, je marchais à travers le champ ouest et j'écoutais le vent bouger à travers le maïs séchant. Quelque part dans ces jours, j'ai réalisé quelque chose d'important. Ma vie n'était pas définie par le chaos d'un mariage auquel je n'avais jamais assisté. Elle n'était pas façonnée par le rejet à un portail. Elle n'était pas ancrée à la douleur d'être la sœur que quelqu'un voulait cacher. Ma vie était façonnée par la terre, les gens qui y étaient liés, et l'endurance tranquille transmise par des parents qui n'avaient jamais eu besoin de dire grand-chose pour rendre leurs valeurs claires. Un matin, je me suis assise sur le bord du quai de chargement avec un thermos de café, regardant un pick-up rouler sur le gravier vers les hangars de stockage. Un fournisseur déposait des suppléments minéraux pour le bétail, et j'ai porté la moitié des caisses moi-même avant de signer la facture. Le poids manquerait. Le travail me rappelait que la valeur vit dans l'action, pas dans l'image. Le monde que Vivien avait construit commençait à rétrécir, non pas parce que les gens étaient cruels, mais parce que les gens ont tendance à reculer quand ils découvrent que quelqu'un n'est pas qui il disait être. Quelques jours plus tard, elle a appelé à nouveau. Sa voix était fatiguée d'une manière que l'épuisement seul ne pouvait expliquer.
Elle a dit que Caleb lui avait rendu sa bague. Il l'avait fait gentiment mais fermement. Il lui avait dit que le mariage exige la vérité comme fondation, et qu'il n'était pas prêt à commencer une vie bâtie sur des omissions. Vivien a pleuré alors, pas bruyamment, juste assez pour que son souffle tremble. J'ai écouté, mais je n'ai pas sauvé. Quand elle a finalement posé la question que je savais venir, sa voix était petite. Cam, penses-tu que j'ai gâché ma vie? J'ai laissé la question se poser avant de répondre. Non, ai-je dit, je pense que tu as gâché une histoire dans laquelle tu essayais de te forcer. Mais ta vie est toujours là. Tu dois juste choisir quoi en faire maintenant. Elle a laissé échapper un lent soupir comme si elle le retenait depuis des années. Puis elle a demandé à nouveau doucement si je pouvais parler au Holloway pour elle, et à nouveau j'ai dit non. Cette fois, elle n'a pas discuté. Elle n'a pas supplié. Elle n'a pas cherché d'excuses. Elle a simplement dit, je comprends. Quand l'appel s'est terminé, je me suis rassise dans le siège du camion et j'ai regardé à travers le pâturage. Le soleil baissait, transformant le champ en longue bande d'ambre et d'ombre. Le calme a roulé sur moi comme une marée douce. Le karma n'est pas cruel. Il ne punit pas avec le feu ou la fureur. Il ne frappe pas comme la foudre ni ne rugit comme le tonnerre. Le karma attend. Il chuchote. Il reflète. Il dit la vérité assez longtemps et assez fort pour qu'une personne doive finalement décider de la fuir ou de l'affronter. Le monde de Vivien ne s'est pas effondré parce que je l'ai poussé. Il s'est effondré parce qu'il était bâti sur quelque chose de creux. Et le mien, stable et enraciné, a continué d'avancer. Alors que je retournais vers les granges pour finir le travail de la journée, j'ai réalisé autre chose. Le karma n'est pas un marteau. C'est un miroir. Et Vivien regardait enfin dans le sien. Je me suis réveillé le lendemain matin avec le poids persistant de la voix de Vivien encore dans mes oreilles. Il est resté avec moi pendant que je me déplaçais dans la maison, pendant que je versais une tasse de café, pendant que la bouilloire sifflait sur la cuisinière. L'air s'était rafraîchi pendant la nuit, doux et vif, le genre de matin qui faisait toujours ouvrir les fenêtres à maman quand nous étions enfants. Je suis sorti sur le porche et je l'ai respiré. Une année s'était écoulée depuis le mariage qui n'avait jamais eu lieu. Un étrange marqueur de temps, mais d'une manière ou d'une autre, c'était devenu la ligne de partage entre qui j'avais été et qui je devenais. La coopérative avait survécu à la sécheresse, bien qu'elle ait laissé des cicatrices sous forme de planification prudente et de marge plus serrée. Les champs semblaient plus sains cette saison. Le maïs se tenait plus droit. Le soja portait le vert brillant des promesses précoces. J'avais retrouvé un rythme tranquille. Mes parents me manquaient toujours dans les moments où ils m'auraient le plus stabilisé. Mais le deuil s'installe dans un genre de compagnon plus doux avec le temps. Une présence qui marche à côté de vous plutôt que de peser sur vos épaules. Vers le milieu de l'après-midi, quand l'ombre a commencé à s'étirer longuement sur la pelouse, j'ai trouvé une enveloppe blanche glissée entre la contreporte et le cadre. Pas de timbre, pas d'adresse de retour. Mon souffle s'est coupé une seconde, pas de peur, mais de quelque chose ressemblant plus à de l'anticipation. Je l'ai apportée sur le porche et je me suis assise dans la chaise à bascule que papa avait construite l'été avant sa mort. Le bois avait été poncé lisse par des années de soleil et de pluie, et il craquait de la manière familière qu'il faisait toujours quand je m'y installais. J'ai ouvert l'enveloppe lentement. À l'intérieur se trouvait une lettre. L'écriture était incomparable. Cam, commençait-elle. Je me suis arrêté, laissant mes yeux se brouiller un instant. Ce surnom vivait dans une partie de moi que je pensais avoir enterrée. J'ai lu le reste attentivement. Elle écrivait sur les mois après le mariage, comment le silence autour d'elle l'avait forcée à voir des choses qu'elle n'avait jamais voulu regarder. Comment elle avait passé tant de temps à essayer de devenir quelqu'un d'autre qu'elle se souvenait à peine de la fille qui courait pieds nus à travers les rangées de maïs avec moi. Comment perdre les Holloway avait écrasé l'image à laquelle elle s'accrochait, mais pas son cœur. Me perdre, écrivait-elle, avait écrasé son cœur. Elle écrivait sur le fait d'être assise seule dans son appartement des nuits qui s'étiraient trop longtemps, se souvenant du rire de maman et de la stabilité facile de papa et réalisant qu'elle avait abandonné le dernier morceau d'œuf qui lui restait. Elle écrivait sur la thérapie, le bénévolat dans une banque alimentaire locale, le fait de se forcer à parler honnêtement quand les mensonges semblaient plus faciles. Elle disait qu'elle n'avait encore rien maîtrisé, mais qu'elle avait commencé. À la fin de la lettre, elle a écrit « Je ne demande pas le pardon. Je demande une chance de le gagner lentement, respectueusement, si jamais tu choisis de me laisser essayer. » J'ai baissé le papier sur mes genoux et j'ai fermé les yeux.
Les champs bourdonnaient au loin. Les planches du porche chauffaient sous mes pieds nus. Un oiseau jasait depuis la ligne de clôture. C'était tout si stable, si facile à prendre pour acquis jusqu'à ce qu'on réalise combien il est difficile pour certaines personnes de trouver un sol aussi solide. J'ai relu la lettre, plus lentement cette fois. Il n'y avait pas de flatterie, pas d'excuses, pas de torsion de la vérité en quelque chose de plus confortable. Juste de l'honnêteté. Et l'honnêteté, j'avais appris, est le seul sol dans lequel quelque chose de réel peut pousser. Le pardon n'est jamais instantané. Ce n'est pas une porte qu'on ouvre parce que quelqu'un frappe. C'est une entrée qu'on reconstruit après une tempête, une poutre à la fois. Quand vos mains arrêtent de trembler et que votre respiration commence à se stabiliser. Est-ce que je lui ai pardonné alors? Assise dans la vieille chaise de papa avec le soleil du soir réchauffant mes épaules. Pas entièrement, mais quelque chose en moi s'est adouci assez pour faire de la place. Pas pour qui elle avait été, mais pour qui elle essayait de devenir. Plus tard cette semaine-là, je lui ai répondu. J'ai fait simple. Je lui ai dit que j'avais reçu sa lettre, que je pouvais voir le travail qu'elle essayait de faire, que je lui souhaitais de la force là-dedans, que nous pourrions parler un jour, prudemment, quand nous serions toutes les deux prêtes. Je n'ai pas promis de proximité. Je n'ai pas offert une ardoise vierge. J'ai offert de l'honnêteté, la seule chose qu'elle n'avait jamais demandée, et la seule chose dont j'avais toujours eu besoin. Les mois suivants se sont passés de manière tranquille. Nous avons échangé des messages pour les fêtes, les anniversaires, de petits moments. Rien n'était forcé. Rien n'était précipité. La distance restait, mais ce n'était plus une blessure, plutôt une cicatrice qui avait enfin commencé à s'estomper. Parfois, quand je marchais dans les champs au crépuscule, je pensais à mes parents. J'imaginais papa appuyé contre la clôture, les bras croisés, hochant la tête une fois en signe d'approbation. J'imaginais maman souriant avec ce regard doux qu'elle avait quand elle croyait que nous avions appris quelque chose sans qu'elle ait à dire un seul mot. Honnêteté, racine, dignité. Ce n'étaient pas des valeurs sophistiquées. Ce n'était pas le genre qu'on encadre et qu'on accroche au mur. Mais c'était celle qui empêchait une personne de se perdre dans un monde qui récompense les masques plus que la vérité. La famille, j'avais appris, n'est pas définie par qui partage votre nom. Elle n'est pas façonnée par des invitations de mariage ou des photographies parfaites. Elle est façonnée par les gens qui vous laissent vous montrer tel que vous êtes sans sourciller. Les gens qui ne vous demandent pas de cacher la terre sous vos ongles ou la mémoire cousue dans vos os. Les gens qui se tiennent à vos côtés quand le vent change de direction et que le sol bouge sous vos pieds. C'est ça la famille. Pas une image, pas une réputation, pas des applaudissements, juste la connexion, la vérité. Le courage d'être vu sans honte. Alors que le soleil glissait plus bas et peignait le ciel de stries orange et rose, j'ai plié la lettre de Vivien et je l'ai placée à l'intérieur de la petite boîte en bois où je gardais les quelques affaires de mes parents qui survivaient encore, leurs alliances, le marque-page en fleurs pressées de maman, le couteau de poche de papa au manche ébréché. J'ai posé la lettre à côté de ces morceaux de mémoire. Non pas parce que cela réparait tout, mais parce que cela marquait un début, un nouveau chapitre bâti sur l'honnêteté au lieu de la peur. Je me suis rassise et j'ai laissé la chaise à bascule bouger sous moi. La brise sentait l'herbe coupée et la pluie à venir. Les champs bruissaient. Quelque part au loin, un coyote a appelé dans la distance, et j'ai senti quelque chose de calme se mettre en place. Pas la vengeance, pas le triomphe, la paix. Le genre de paix qui vient quand on arrête de porter ce qui n'est pas à soi. Le genre qui grandit quand on comprend enfin que sa valeur n'a jamais été destinée à être prouvée à quelqu'un d'autre en premier lieu. Si on vous a déjà dit que vous étiez trop ou pas assez pour votre propre famille, souvenez-vous de ceci. Le silence peut être un pouvoir et la vérité peut être la vengeance la plus bruyante. Dites-moi dans les commentaires ce que l'intégrité signifie pour vous et d'où vous écoutez.